Bonjour et bienvenue à cette émission sur les saveurs de Port-Neuf. Aujourd'hui, on vous présente le marché public de Pont-Rouge, on vous parle du plan de développement de la zone agricole et on débute l'émission en vous présentant M. Jean-François Bélanger, fier propriétaire de la Miel et Dorée, une entreprise située à Cap-Santé et qui produit du miel de grande qualité. C'est un goût qui est totalement différent, beaucoup plus prononcé. Le miel le bleu, je l'ai pas goûté dans les champs de bonjour, moi je m'appelle Jean-François Bélanger de la Miel et Dorée. Alors Jean-François, mais première des choses, pourquoi les abeilles? Qu'est-ce qui t'a donné le goût de te lancer dans le commerce des abeilles? Ah ben c'est passionnant. Les abeilles, je veux dire, tout le monde a des questions, tout le monde va se poser des questions, ça va tirer la puce à l'oreille, soit en bien, soit en mal. Des fois les gens ont peur des piqûres, ont peur des abeilles à cause des piqûres. Mais des fois aussi les gens, ah ouais, tu sais, les abeilles, ils viennent polliniser nos fleurs, notre jardin, on les voit travailler, ils travaillent très fort. C'est ça, je trouvais ça intéressant, là, le milieu de l'abeille pour ça, là, de les voir toujours travailler sans arrêt. T'as eu le goût jeune ou... Je dirais que c'est autour de à peu près 18-20 ans là, que j'ai commencé à avoir un intérêt là, pour les abeilles. Puis à un moment donné, je travaillais avec un ami, puis j'ai dit, moi, j'aimerais savoir des abeilles. Puis il dit, hein, j'en avais, mais je les ai perdues. Mais il dit, on pourrait recommencer l'année prochaine, on va en avoir. Puis quand j'ai commencé avec lui, puis bon, de bon an, mal an, on a eu quelques années ensemble. À un moment donné, je suis parti sur mon côté, puis on a commencé ça avec 2 ruches, 3 ruches. Après ça, on a monté. Quand je suis parti de mon côté, j'avais une douzaine de ruches. Puis cette année, là, j'ai 135 ruches en production. Puis j'ai peut-être une vingtaine de ruchettes là, qui vont être bonnes pour l'année prochaine. Là. Ce qui est particulier, puis tu nous en parlais tantôt en hors d'onde, c'est que c'est 135 ruches, oui, mais il y a beaucoup de sites. Tu es obligé de mettre des sites un petit peu partout parce que justement, il y a une capacité totale pour chaque site. Oui, c'est ça. Moi, j'ai à peu près, je tourne autour de 8 à 10 ruchers différents. C'est parce que ça, il y a un maximum de fleurs aux alentours là, que les abeilles peuvent absorber. Parce que si on met trop de ruches au même endroit, si, exemple, je mets 100 ruches au même endroit, les abeilles vont être obligées de voler peut-être 10 km pour aller chercher presque pas de nectar. Donc, on va faire des ruchers. Moi, je fais des ruchers environ 12 à 20, mettons, ruches par emplacement. Puis pour essayer de garder les abeilles là, dans un rayon là, de 2-3 km là, autour des ruchers. Là. Tantôt, tu disais aussi que tu peux perdre une ruche. Comment ça peut se faire? Est-ce que c'est le froid? C'est la façon de gérer? Comment ça peut se perdre? Ah, ben on peut les perdre pour les maladies, mais des fois aussi, quand c'est trop serré dans la ruche, des fois, la reine, elle va pondre des cellules royales. Elle va pondre des cellules royales, puis après ça, elle va partir avec la moitié de la colonie. Puis là, quand ça fait ça, on appelle ça l'essaimage. L'essaim, la moitié de la colonie part. L'essaim va sur une branche, sur un poteau de clôture, un endroit. Puis là, il y a des abeilles éclaireurs qui vont partir, puis qui vont essayer de se trouver un endroit pour faire pour repartir la ruche. Puis c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Là, je vais aller vous montrer ça. Là. Okay. Là, ici, présentement, on est dans un site à Saint-Basile. Là, on dirait à peu près 10-12 ruches. C'est à peu près ça, c'est ça? Non, mais là, on est à l'automne. Okay. Donc, à l'automne, je rapatrie mes ruches dans des ruchers particuliers qui vont être bons pour l'hivernement, puis qui vont me permettre aussi d'être bons pour le printemps. Parce que le printemps, on veut avoir des fleurs printanières avec beaucoup de pollen
pour que les abeilles puissent nourrir le couvain pour que la reine ponde plus rapidement. Ça aide beaucoup à la progression là, de la ruche au printemps. Là. Donc là, ici, j'ai peut-être, je dois avoir une cinquantaine de ruches, là. J'ai à peu près une cinquantaine de ruches, puis là, ils vont rester comme ça tout l'hiver. Puis au printemps, peut-être rendu là, un peu avant la floraison du pissenlit, là, autour du 10-15 de mai, je vais partir avec à coup de 12 à 20 ruches, là, puis je vais les distribuer là, sur le territoire. Là. C'est sûr qu'on s'occupe des abeilles surtout pour le miel, hein, le miel qu'on récolte. C'est quoi un petit peu les périodes importantes pour vous de récolte? Tout ça? Comment ça fonctionne de ce côté-là au niveau des dates? Les périodes de récolte, c'est sûr qu'on a comme 3 mielées au Québec, là. Okay. Du moins dans la région. On a la mielée après les fleurs de printemps, qui, un coup que les érables, les arbres fruitiers, le pissenlit est passé, le pissenlit finit autour du 5-10 juin habituellement. Là, moi, je fais une première extraction de miel. Après ça, c'est la mielée d'été, qui est beaucoup plus, c'est la plus importante qu'on a, qui dure autour du 20-24 juin jusqu'au 20-25 juillet. Après ça, encore là, on a une petite période qu'on a moins de fleurs. Puis dans le bout du 10 août environ, là, jusqu'à début septembre, 5-10 septembre, on a la verge d'or surtout. Là. La chaleur n'est pas vraiment importante dans le fond, c'est vraiment les fleurs qui sont présentes. Bien, les fleurs sont très importantes, mais la chaleur aussi, parce que si les abeilles en bas de 15-18 degrés Celsius, ils vont très peu butiner. Là. Fait que ça prend vraiment, là, autour de 20-25, ils commencent à être beaucoup plus actifs. C'est sûr que quand il fait beaucoup trop chaud, je dirais à haut de 30 degrés Celsius, bien là, l'abeille est moins concentrée à la récolte du nectar parce qu'elle a d'autres. Il faut qu'elle refroidisse la ruche. Fait qu'elle amène beaucoup d'énergie à transporter de l'eau pour refroidir la ruche. Là, à partir de 30 degrés Celsius à peu près, là, on perd de production, mais l'idéal, là, c'est autour de 25 Celsius, je dirais. Là. Puis là, on est en automne, fait que là, c'est vraiment, il commence à hiberner. Là. Ça hiberne durant l'hiver, j'imagine, comment ça fonctionne? Oui, bien, une ruche, ça dort jamais, ça travaille toujours. Mais je peux expliquer un petit peu le processus. C'est que là, quand on arrive à l'automne, début septembre, on va enlever le miel, la majorité du miel. Donc, pour compenser ce manque à gagner-là, on va leur donner un peu de sirop de sucre. Puis là, les abeilles vont... moi, la façon que je le fais, c'est que je rajoute un nourrisseur par-dessus la ruche. Les abeilles rentrent. Il y a un petit trou, les abeilles rentrent, ils vont chercher le sirop puis ils le ramènent dans la ruche. Puis après ça, quand ils en ont assez, on enlève le nourrisseur. Puis moi, je les mets en paquet de 4, puis je les isole. Okay. Mais il y a aussi des gens qui vont hiverner à l'intérieur dans des caveaux là, avec une température contrôlée. Moi j'aime mieux hiverner à l'extérieur. Okay. Puis aussi, bien, durant l'été, c'est sûr qu'il faut vendre vos produits. On vous a vu dans certains marchés publics. Il y a aussi cette particularité-là, c'est qu'en plus de se promener de chacun des sites toute la semaine, bien, la fin de semaine, vous vous promenez des marchés publics. Ouais, c'est sûr que ça n'arrête pas. Ouais. L'été, ça n'arrête pas. C'est ça, on fait des marchés publics, des événements spéciaux, en plus de d'autres clients, là, certains restaurants, certaines épiceries qu'on fait, plus le travail au champ, l'extraction du miel. Ça fait beaucoup de choses. Tout est concentré. C'est comme si toute une année est concentrée en 6-7 mois. Là, puis après ça, bien, là, il y a encore un peu de mise en marché à faire. Là, mais c'est vraiment la période de l'été, la période du mois de mai à septembre, c'est vraiment concentré. Là. Si on allait un petit peu avec des chiffres, vous avez premièrement combien d'employés? Est-ce que vous en avez? Non, j'ai pas d'employés. Je marche tout seul. Là. Oui. Le réseau à tous les jours? Oui, oui. Parfois, j'engage quelqu'un pour venir m'aider pour les marchés publics, là, parce que des fois, il y a deux marchés en même temps ou pour des raisons familiales, là, je peux pas être là ou quelconque, là, mais sinon, là, je fais tout seul. Là. Ça représente, exemple, combien de pots de miel que vous pouvez récolter dans l'été? Y avez-vous des quantités? Bien, c'est sûr, ça dépend de la grosseur des pots de miel. Là. Mettons, si on prend des pots de miel de 500 grammes, là, j'en ai produit... regardez, j'en ai produit au moins 10 000. Là. Aïe aïe! Avez-vous un réseau de distribution?
En plus Oui. des marchés ou... Oui, ben j'ai distribution. Ben, je fais certains des marchés publics, mais je fais aussi là, les IGA à Pont-Rouge, le Provigo à Saint-Raymond, Marché Tradition Saint-Basile, chez Médée à Neuville, le Café de la Place à Cap-Santé. Là, je suis en train de développer là, d'autres marchés aussi là, à Trois-Rivières, puis j'ai Chocolaterie Clair de Lune à Saint-Augustin. Là, j'espère que j'en oublie pas. Là. Oui, c'est ça. C'est impressionnant. Ça fait combien de temps que vous faites ça là, avec votre nouvelle entreprise, la Mêlée Dorée? Ben, ça fait depuis 2004 là, que j'ai des ruches. La Mêlée Dorée, elle a commencé en 2011. Puis là, cette année, j'ai pris de l'expansion beaucoup. Là. Je Fait que 10 000, c'est quand même très bon pour une entreprise qui a environ 5 ans d'existence. Oui, bien, ça reste une petite entreprise. Là. Pour une personne seule, par exemple, ça commence à faire beaucoup de travail. Là. Mais je fais aussi de la pollinisation, là, de la location de ruches pour les producteurs agricoles, les producteurs maraîchers, puis de petits fruits. Eux autres, pour augmenter leur production de fruits et de légumes, ils vont louer mes ruches. Puis avec la location de ruches, bien, moi, ça me fait un revenu, mais eux, ça leur permet, là, tout dépendamment de la sorte de fruits et légumes, mais ça leur permet là, jusqu'à tripler leur production là, de fruits. Dans le de culture des saveurs, ils ont de vos ruches sur leur terrain, c'est ça? Oui, il y en a qui ont de mes ruches sur leur terrain. Mais c'est intéressant, c'est un beau réseautage. Oui. Ben oui, c'est ça. Ouais. Alors, on va aller voir justement le processus. Vous avez quelque Oui. chose à nous montrer? Ah, ben je parlais de l'essaimage. C'est ça? Fait que je vais aller, on va pouvoir récolter un essaim que là, présentement, là, il attend de se trouver une maison, mais je vais leur forcer la maison, là. Parfait. On va aller voir ça. On va aller voir ça. Dans la ruche, il y a plusieurs produits. Les abeilles, ils font du miel. Ils font la gelée royale pour nourrir la reine puis les jeunes larves. Ils font de la propolis pour comme désinfecter dans la ruche. Ils récoltent aussi du pollen parce que sur une fleur, il y a du nectar. Les abeilles vont récolter le nectar pour faire du miel. Et il y a aussi du pollen qu'ils vont récolter comme source de protéines. Donc, moi, j'aime bien récolter le pollen de la ruche que je vends aux clients pour suppléments alimentaires. C'est riche en protéines, en vitamines, oligo-éléments. C'est très bon pour renforcer le système immunitaire. J'ai beaucoup de mes clients qui vont en acheter. Là, ils en mangent durant toute l'année, mais beaucoup durant l'hiver là, contre la grippe. Là. Donc, le principe est simple. C'est juste que l'abeille, elle va sur les fleurs, elle accumule les grains de pollen sur ses pattes arrière. On appelle ça la corbeille à pollen. Puis, l'abeille, elle rentre dans la ruche, puis moi, je lui mets une trappe à pollen. C'est la partie ici, sous la ruche. Je le mets juste sur quelques ruches. Puis, l'abeille, elle rentre.
elle a un petit peu de difficulté à passer, puis, parce que c'est comme un grillage qui est un petit peu plus petit. Puis quand elle passe, ben là, elle échappe quelques grains. Puis je viens dans la ruche, puis je fais juste tirer sur le tiroir. Puis on peut voir là ici là, les grains de pollen là, qui ont été récoltés. Là. Fait que moi, je le vends, là, je fais juste je le fais sécher un peu pour que ça se vende mieux. Je le mets en pot. Puis les gens là, le mettent dans leur yogourt, dans leur... ils vont le prendre comme ça, dans leur milkshake. Tout ça, c'est très bon là, pour... Ouais, c'est ça. Pour les vitamines, c'est très énergétique. Après la maturation, moi, ça prend environ, là, je dirais, 36 heures à 48 heures là, pour apporter mon taux d'humidité là, qui est en dessous là, de 17,2 là, % d'humidité. Donc, après ça, j'arrive ici, puis je prends mes cadres. Les abeilles, quand ils mettent le miel dans les cadres, ils mettent une petite couche de miel partout, puis ils en rajoutent une, puis quand le miel est prêt, ils rajoutent un opercule de cire pour protéger le miel, pour éviter l'échange d'air. Puis quand il n'y a pas d'opercule de cire, c'est pour ça qu'il faut que je fasse maturer, parce que ici, j'ai mon pourcentage d'humidité, puis là, je n'ai pas assez. Donc, on fait évaporer l'eau. Puis là, je fais juste de briser un petit peu l'opercule de cire, comme ça ici. Autrement dit, qu'il enlève les petits bouchons. C'est ça, j'enlève les petits bouchons. Puis après ça, je le mets dans mes extracteurs. Parce que là, j'ai 2 extracteurs. Puis après ça, ben, je pars les extracteurs. Ça, c'est une cuve qui tourne. Oui, c'est ça. En fait, c'est juste comme c'est une centrifugeuse. Ça ressemble un peu à une laveuse, si vous voulez. Ouais. On peut voir ici, là. Ça spin. C'est ça, ça tourne. Puis le miel là, se ramasse sur la paroi, puis coule au fond de l'extracteur. Puis après ça, je le fais tomber ici, là, dans mon clarificateur. Là, il n'y a pas de miel qui sort encore, là. Mais après ça, dans mon clarificateur, ça c'est comme un bain-marie, là, si on veut. Puis c'est que ça fait juste tempérer le miel un petit peu pour faire monter la cire à la surface. On vous présente maintenant le marché public de Pont-Rouge qui en était à sa première édition à l'été 2016. Le marché public fait partie du plan stratégique de la ville, donc c'est indiqué dans le plan stratégique. Ça faisait plein de sens d'avoir un marché public à Pont-Rouge, vu la quantité de producteurs, d'agriculteurs qu'on a à la ville et dans la MRC également. Donc, suite à l'initiative d'un producteur qui est venu rencontrer la direction, donc on a appuyé cette initiative-là.
Et c'est un petit peu là que c'est parti. Les producteurs ont été rencontrés, appelés un par un. Et par la suite, il y a un groupe qui s'est formé. Ensuite, on faisait l'acquisition de petits chapiteaux pour abriter tout ce monde-là et faire un petit peu de l'aménagement, si on peut dire, trouver l'endroit idéal, je pense qu'on a trouvé, donc en face de l'aréna. Et c'est un petit peu comme ça que ça a commencé. Donc avec beaucoup d'initiatives, de volonté des producteurs, eux, ils croyaient vraiment, ils voyaient vraiment un marché public qui allait très bien fonctionner à Pont-Rouge. Et jusqu'à présent, effectivement, c'est un petit peu ce qui se passe. À l'initiative de la ville de Pont-Rouge et puis d'un des producteurs de Pont-Rouge, Martin Bourgeois. Alors, ça s'est développé et graduellement, tous les producteurs de Pont-Rouge et puis à proximité de Pont-Rouge se sont greffés un peu à cette initiative-là. Alors, ce qui fait qu'actuellement, on a toute une variété de producteurs, même de micro-producteurs, qui se rassemblent tous les samedis ici devant l'aréna de Pont-Rouge pour offrir leurs produits aux citoyens de Pont-Rouge qui ont fait la demande à la ville pour effectivement pouvoir obtenir ces produits frais de proximité. Et c'est très varié aussi comme produit. Là, on parle de fruits, légumes. Même, j'ai vu les jardins Atlantis aussi avec les plantes médicinales. Le vin aussi est là. Vous avez beaucoup de variétés. Là. Pour une première année, c'est impressionnant. Oui, effectivement. Toute une variété de petits fruits, toute une variété de légumes assez impressionnants. Je pense qu'ils y sont tous. Il y a les produits bio. Il y a même les produits de boulangerie, du pain frais qu'on peut obtenir là. Des produits d'érable, des produits du miel sont disponibles. Puis aussi, comme vous dites, des produits un peu plus spécialisés. C'est assez surprenant, comme de la fleur d'ail ou des tisanes. Même, on a eu des savons en fin de semaine passée, une productrice de savon locale ici. Et puis, vous pouvez même partir avec votre bouteille de vin pour arroser tout ça à la maison. Puis, j'en oublie sans doute, mais il y a 12 à 15 producteurs, même je disais des micro-producteurs qui sont présents au marché. Exactement. Et la diversité, c'est important, effectivement, pour que les gens, les visiteurs soient des fois un peu surpris, parce que c'est sûr que pendant la saison, les productions évoluent. Donc ça fait de la diversité. La diversité aussi dans les produits qui sont offerts. Puis aussi, tous ces producteurs-là, nous, pour le marché public de Pont-Rouge, viennent de la région de Portneuf. On a eu des demandes de l'extérieur de la région de Portneuf. C'est sûr qu'il y a des gens qui voient vraiment un bon achalandage, donc les possibilités de faire, de tirer avantage du marché public de Pont-Rouge. Mais on s'est vraiment limité seulement à des producteurs qui proviennent de la région de Portneuf. Pour nous, c'est très, très, très important, donc c'est une caractéristique. La réponse des producteurs est intéressante, même peut-être en haut de vos espérances, mais la réponse du public aussi est là. Hein? Vous avez beaucoup de monde. On ne voit pas beaucoup une masse de personnes, mais ça roule tout le temps. Hein? C'est ce qu'on me disait comme commentaire. Oui, bien, effectivement, c'est ça qu'on remarque aussi. Évidemment, il y a la proximité, c'est-à-dire les gens de Pont-Rouge, je pense, en profitent largement. Le lieu que la ville de Pont-Rouge a gracieusement offert aux producteurs est un lieu très stratégique, très, très passant, devant l'aréna, donc c'est très visible. Alors, on a toute une série de gens qui passent à Pont-Rouge, des visiteurs, mais qui vont faire le détour et puis qui vont arrêter, puis par curiosité, puis finalement, ben des fois, ils sont assez surpris de voir les produits qui sont là, puis partent avec quelque chose. Beaucoup de diversité dans les visiteurs. Il y a des gens aussi qui échangent entre eux aussi, là, font part de leur découverte. Hein. Vous savez, il y a toutes sortes de choses qu'on peut voir. Donc, c'est très intéressant de voir ça. Ça ajoute effectivement à la ville. C'est un peu comme une nouvelle activité que les gens de Pont-Rouge peuvent avoir maintenant. Très facile d'accès au centre de la ville. Donc, comme je dis, on peut y aller à pied. C'est très, très facile. Les facilités sont disponibles, les toilettes sont à proximité avec l'aréna. Donc, on invite les gens à venir visiter les exposants du marché public de Pont-Rouge, les encourager et découvrir effectivement qu'est-ce qu'ils ont à offrir tout au long de la saison. On vous présente maintenant une chronique au sujet du plan de développement de la zone agricole, réalisée avec M. Jean Lessard, directeur du service de l'aménagement, du territoire et de l'urbanisme à la MRC de Portneuf. Alors, je vais vous parler du plan d'action
qui a été intégré à l'intérieur du plan de développement de la zone agricole. Donc, le plan d'action représente en fait la pièce maîtresse et la finalité du plan de développement de la zone agricole. Le contenu du plan d'action fait suite à toute une démarche d'analyse qui a été effectuée en collaboration avec nos différents comités et aussi à la tenue de différentes assemblées de consultation qui ont eu lieu avec les différents intervenants du milieu. Le plan d'action prend appui sur le diagnostic qui a été établi au départ, sur la vision stratégique qui a été retenue et sur les différents enjeux qui ont été identifiés par les différents intervenants qui ont participé à l'exercice d'élaboration. Le plan d'action a été conçu sous forme d'orientation, d'objectifs de développement et d'actions à réaliser sur le territoire. Les orientations, en fait, représentent nos axes majeurs d'intervention. Les objectifs de développement, au nombre de 6, viennent préciser un peu plus nos champs d'intervention et donner une direction aux actions qu'on va réaliser sur le territoire. Et les actions, qui sont au nombre de 13, déterminent plus concrètement les priorités d'intervention sur lesquelles les intervenants du milieu ont choisi de travailler au cours des prochaines années. Les actions qui ont été identifiées à l'intérieur du PDZA représentent beaucoup plus des pistes d'intervention qu'il faut davantage explorer, documenter et préciser. Le plan d'action identifie également les partenaires potentiels associés à chacune des actions, l'horizon de planification lié à la réalisation des différentes actions selon un horizon court, moyen ou long terme, et les livrables attendus pour chacune des actions. Il se peut qu'en cours de route, pour différentes raisons, certaines actions ne puissent se réaliser. On est bien conscient de cela et il faut garder à l'esprit que le PDZA, c'est un outil qui est évolutif et qui va pouvoir s'ajuster aux difficultés et aux réalités qu'on va rencontrer en cours de route. D'autre part, le territoire et le contexte liés aux activités agricoles sont en mouvance constante et il est important de rester à l'affût des nouvelles opportunités qui peuvent se présenter et pouvoir se repositionner aux besoins. La stratégie de développement agroalimentaire qui est en cours d'élaboration à l'échelle de la capitale nationale représente justement une belle opportunité qu'on va pouvoir saisir et réaliser des actions en commun avec les autres MRC du territoire de la capitale nationale. Il y a différents chantiers qui sont travaillés dans le cadre de la stratégie de développement agroalimentaire à l'échelle de la capitale nationale et on va pouvoir réaliser des actions en commun avec les différentes autres MRC. C'est ce qui complète l'émission d'aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. On vous présentera les Jardins des Chambeaux, une entreprise membre de Culture de Saveurs qui produit une impressionnante variété de fruits et de légumes.